il a posé sa main sur mon genou. Donc voilà, bien joué. Je pense qu'il y a quand même quelque chose en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que le confinement se passe bien et de notre côté on essaye de mettre des choses en place. Et bienvenue dans ce tout nouveau format. Voilà, vous êtes vraiment dans la première édition de ce format qui s'appelle donc Entre potes artistes. Alors Entre potes artistes parce que je voulais pas l'appeler Entre potes magiciens, comme ça va permettre d'élargir un peu le spectre au-delà peut-être des magiciens. Nous verrons un peu ce que l'avenir va nous réserver. Mais donc du coup, ce format avait déjà été pensé avant le confinement, mais dans une structure un peu différente. Maintenant, c'est une version confinement, et on a essayé de faire ça de la manière la plus qualitative possible, en n'utilisant pas les images du live, mais en utilisant donc les caméras qui nous entourent. Donc coucou ici, coucou par là, et coucou de l'autre côté que vous allez voir dans 2 petites secondes. Donc le premier invité dans ce nouveau format, c'est un ami maintenant, ça commence à dater un petit peu on va dire, et c'est un ami avec qui j'échange pas mal, on brainstorm sur la magie, c'est une amitié qui a commencé lorsqu'on s'est rencontrés dans le masterclass de Jeff McBride, il y a 2 ans maintenant de cela, et depuis lors on échange pas mal, lorsqu'on a des petites idées etc, on se rencontre de temps en temps, mais en tout cas on échange pas mal par Messenger, etc. Donc voilà, il nous fait le plaisir de sa venue, et je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, Grégory. Ouais. Salut Grégory. Hello. Salut. Applaudissements quand même. Oui, on mettra les effets sonores de vagues d'applaudissements énormes. Voilà, exactement. Mais voilà, bienvenue dans ce nouveau format, et je vais, bien entendu, je te connais, mais je vais te laisser le soin de te présenter toi-même, de dire ce que tu fais, et pourquoi est-ce que le spectre artistique à ton niveau est quand même un peu plus large. Et donc je vais te laisser te présenter tout simplement. D'accord, passons par la case présentation. Par où commencer ? En fait, tu parlais d'artistique au sens large, si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai entendu. Donc, ouais. En effet, je me retrouve un peu là-dedans, parce qu'à la base, je suis pianiste. Donc, j'ai une formation au conservatoire qui me permet de donner cours. Donc, je suis prof en académie. Et parallèlement à ça, j'ai beaucoup d'attraits artistiques, donc que ce soit la magie, la photographie. Tout ça forme un peu une sorte de panel très large finalement, donc je me définis un peu comme... J'aime pas trop de me définir comme artiste, parce que généralement je trouve que ceux qui se disent eux-mêmes artistes, il y a toujours quelque chose qui cloche. C'est un débat autour duquel on pourra parler si tu veux, mais beaucoup d'attraits en tout cas de domaine artistique. Et donc voilà, et c'est vrai que je n'ai pas parlé de ma région, je suis de Liège, ça s'entend peut-être un petit peu. Et voilà, j'ai 37 ans, et donc voilà, pianiste qui travaille en académie ici à Liège. Voilà, pour faire gros et très résumé, parce qu'on pourrait présenter pendant longtemps, mais bon, c'est pas le but non plus. Donc voilà, est-ce que ça te convient déjà comme première réponse, ou tu veux qu'on... Parfait, ouais. Parfait. Est-ce que 37 ans et toutes tes dents ? Ouais, je crois bien, ouais. Il y en a une qui bouge un peu. Non, c'est bon, ouais, ça va. Alors, c'est déjà en tout cas une présentation comme il se doit. Par contre, il y a une question qui me brûle les lèvres à moi. Oui, je la vois. Je la vois. Ouais, exactement. Tu es juste là, au coin. Et d'ailleurs, on va vite la retirer, hop, pour te l'envoyer, parce que il y a une corde à ton arc qui est le fait d'être clavier dans un groupe de rock. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, je peux essayer d'en parler brièvement, mais donc c'est un groupe... en fait, je suis pas très bien placé pour en parler, parce que le projet à la base a été créé par le chanteur de ce groupe, donc c'est pas mon projet, n'empêche que je peux en parler. Mais c'est plutôt un groupe les étiquettes c'est difficile, on va dire de synth pop, un peu de musique pop à base de synthé. Donc je sais pas si on peut dire rock, quoique comme je disais j'aime pas trop les étiquettes, donc il y a peut-être aussi un mélange un peu de plusieurs univers. Mais voilà, c'est un projet que j'ai rejoint à la base sur demande, parce que le chanteur est un ami, donc il m'a demandé si à la base je pouvais le dépanner. Ça remonte déjà à 2010, je pense.
je suis plus sûr, à 2010-2011 par là en tout cas. Et donc à la base c'était pour un remplacement parce que la personne au clavier à ce moment-là partait, je ne sais plus exactement. Et donc je devais juste remplacer pour un concert et puis finalement ils m'ont dit maintenant que t'es dedans, tu vas bien rester. Donc voilà. Donc oui, j'ai aussi cette corde-là en effet à mon arc, oui. Et qu'est-ce que je vais dire, quelles sont tes activités? Est-ce que tu fais quand même des concerts? Parce que, en tout cas, j'ai vu des vidéos à toi. Notamment, il y en a une dernièrement avec le confinement que vous avez chacun tourné quelque chose chacun de votre côté. Et je dois avouer que rien que cet aspect-là, au niveau effort et pour rassembler les 4 éléments, ça a dû être assez corsé, à mon avis. Mais sinon, au-delà de ça, est-ce que tu te produis en concert avec eux ou pas du tout? Si, en tout cas, on cherche à le faire. Disons que là, pour le moment, c'est peut-être pas la période idéale, hein. Mais on cherche à faire ça au maximum. C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de paramètres et que parfois, ce sont des paramètres qui nous échappent. Voilà, on fait le maximum pour promouvoir la musique qu'on fait. On a un album qui est disponible, on a des clips disponibles sur la chaîne YouTube que tu pourras peut-être mettre en commentaire d'ailleurs si ça t'intéresse. Donc, ah oui, je n'ai pas dit le nom du groupe en fait. Le nom du groupe, alors là, je dois toujours me concentrer parce que le chanteur a très bon accent, mais moi. Donc c'est Suffocating Minds. Tu as bien compris? Oui, absolument. Donc en français, ce sont les esprits qui voilà, suffoquent. Exactement, oui. Alors maintenant, on en est venu à dire SFMD je sais pas, par souci d'abréviation, c'est venu un peu comme ça, SFMD, les 4 lettres. Mais oui, c'est ça. Donc on cherche à faire des concerts. Oui, on a eu quelques belles dates du genre des Francophonies de Spa quand même, un beau concert à Moscou il y a 2 ans. Voilà, donc je pense qu'on a de quoi faire des beaux concerts, mais c'est pas toujours évident de trouver les créneaux pour non plus. Donc voilà, on a tous des occupations sur le côté et ça devrait être un métier à temps plein qu'on ne peut pas parfois se permettre de faire, mais on essaye. Non, c'est clair. En tout cas, on essaye que ça reste un plaisir que... et un plaisir toujours de jouer en groupe et de créer des choses en groupe et en essayant que ça donne quelque chose pour les gens et pour nous. Mais cette énergie-là, de base, doit forcément toujours être présente, sinon à quoi bon? Bien sûr. Et justement, en termes de piano, c'est-à-dire que toi, à ton niveau, tu as quand même une formation assez classique, si je ne m'abuse. Oui. Et là, du coup, en tant que clavier de ce groupe-là, tu es dans un registre, du coup, beaucoup plus moderne. Est-ce que, effectivement, les deux te parlent ou est-ce que tu as peut-être eu du mal à passer de l'autre côté? Ou explique-moi un petit peu à ce niveau-là, ce contraste. Oui. Alors, c'est un sujet aussi très intéressant parce que je crois que plus le temps passe, plus je pense que pouvoir affirmer que je suis fait pour avoir le cul entre 2 chaises, voire entre 3 ou 4. Donc il y avait une citation de Coluche qui, je vais pas la citer parce que je risque de la déformer, mais l'idée c'était qu'il disait qu'il n'aimait pas les spécialistes parce qu'il trouvait qu'un spécialiste, il se cantonne dans un domaine, il est spécialiste et voilà, mais du coup il n'est peut-être pas ouvert à toutes les autres choses. Et je ne veux pas non plus tourner ça péjorativement, tous les spécialistes ne sont pas à mettre dans... Mais l'idée, c'est que moi, je sens que j'aime vraiment bien de m'enrichir de plein de choses différentes qui viennent de différents univers et de casser les frontières, en fait. Et on s'en fout complètement des frontières. Je pense qu'il faudrait même que le monde artistique, en général, évolue plus vers ce genre de démarche. J'aurais presque envie qu'il y ait des concerts de classiques, je sais pas moi, dans la gare. Il y a déjà parfois des pianos qu'on met dans les gares. Mais ce ne sont pas vraiment des concerts en tant que tels, ce sont des gens qui vont jouer. Mais je sais pas qu'on applaudisse entre les mouvements ou que le concertiste pianiste vienne en t-shirt jouer sa sonate de Beethoven. Je vais dans des extrêmes peut-être, mais qu'on casse un peu toutes les frontières pour essayer qu'il y ait des choses qui se passent et que les gens qui ne seraient jamais allés d'un domaine vers l'autre, peut-être se rencontrent et découvrent des choses qu'ils n'auraient peut-être pas soupçonné découvrir. Moi-même, je découvre toujours plein de trucs en musique. Enfin, je pense que dès qu'on s'intéresse à un domaine, on n'arrête pas de découvrir tout le temps. Et en musique, c'est particulièrement vrai. On n'a jamais fini. Et du coup, les goûts évoluent aussi avec je sais pas, l'expérience que tu accumules avec l'âge. Tes goûts évoluent forcément. Pour prendre un exemple, quand j'étais étudiant à l'académie, donc plus petit, pas au conservatoire, à l'académie, j'avais horreur de Bach, par exemple. Je n'aimais pas de jouer Bach, c'était obligé.
Et maintenant, j'adore. Enfin, c'est peut-être pas mon favori, mais donc voilà. Parce qu'à force de formation, d'écouter, d'ouvrir son oreille, voilà. Bref, résumons tout ça en disant que si on fait un melting pot de curiosité, on va dire de curiosité multiple qui ouvre sur plein de fenêtres, ben, je crois qu'on obtient quelque chose de personnel et voilà, qui est riche sans cesse et qui ne finit pas de s'emmêler. Moi, je trouve ça très bien, mais voilà. Après, c'est vrai que le danger, c'est qu'on s'éparpille vite, peut-être, et qu'on n'est peut-être pas spécialiste d'une branche, mais il faut peut-être l'accepter, et peut-être qu'on devient spécialiste de sa propre sphère, du coup. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Donc, mais là, voilà, il faut savoir qu'avec Greg, on se rejoint sur différents points. On a même voilà, certains points des points communs dans certains trucs qu'on travaille, etc. Et là, sur ce point-là, je ne peux que te rejoindre à 100% parce que c'est un petit peu, entre guillemets, un grand débat, le débat de généraliste versus spécialiste. Les puristes vont te dire que c'est un sacrilège en te disant que c'est la pire des idées d'être un grand généraliste. Moi, justement, je suis plutôt comme toi. Et comme on dit en anglais, it's a blessing and it's a curse. Donc c'est une bénédiction, mais c'est également une malédiction, dans le sens où moi j'adore. Dans le sens où tu t'éparpilles dans plein de choses et c'est à chaque fois du bonheur, tu découvres plein de choses merveilleuses et ça te permet d'avoir un répertoire d'outils très très large, que ce soit de la magie, que ce soit de la musique, que ce soit dans mon cas toute la partie vidéaste, photo, etc. Mais voilà, c'est une malédiction dans le sens où parfois, comme tu l'as dit très justement, tu t'éparpilles parfois certains jours un peu trop et du coup tu te rends compte certains jours que qu'est-ce que j'ai vraiment achevé ? Est-ce qu'il y a vraiment un point que j'ai vraiment achevé ? Et dans mon cas en tout cas, je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où je suis très content du résultat à certains niveaux, mais il y a des fois où je me dis wow. Là je pars un peu dans tous les sens et j'imagine que c'est un peu ton cas d'après ce que tu viens de dire, quoi. Oui, c'est ça aussi, mais en même temps, même dans un seul domaine, si on met la loupe sur un domaine, on n'aura jamais fini non plus. Donc c'est pour ça que j'ai aucun souci, moi personnellement, pendant le confinement, j'ai aucun souci d'occupation. J'ai un souci de manque de contacts normaux et de sorties normales comme tout le monde, mais niveau occupation, je trouve chaque jour que il est déjà 18h, je dois encore faire ça. Donc vraiment aucun souci d'occupation, du coup, à cause de ça, notamment de cette approche peut-être. Mais oui, même si tu mets la loupe sur un domaine, t'as jamais fini. Même un spécialiste, un très bon pianiste à 60 ans, 70 ans, il apprendra encore et il peaufinera encore son jeu. Ouais. Donc voilà, c'est chacun vraiment selon son parcours, selon ses intérêts aussi. Idem pour la magie, finalement. Idem pour la magie, que ce soit un magicien généraliste ou un magicien spécialiste, peu importe l'âge, il aura toujours quelque chose à apprendre et quelque chose à découvrir. Clairement. Et c'est ça qui est beau. Même c'est dans ça sa qui est beau propre... aussi dans voilà. Je veux dire, même dans sa propre bibliothèque, qui n'aurait peut-être pas bougé depuis 20 ans, il va reprendre un truc et le revoir sous un autre angle. Donc voilà, ouais. Et on sait tous les deux de quoi on parle aussi. Oui, parce que, au niveau bibliothèque, à ce niveau-là, on est pareil. Oui. Il m'arrive encore de craquer sur des nouveaux livres, enfin des nouveaux, pas forcément des nouveaux, mais des nouveaux que j'ai envie d'acheter, alors qu'ils existent depuis longtemps. Mais je sais que j'en ai encore 40 à lire, mais voilà, mais j'aime les livres. C'est un peu comme une cave à vin pour moi, une belle bibliothèque. C'est beau, c'est une collection. On aime bien d'y plonger quand on en a envie, d'aller relire des choses qu'on a peut-être déjà lues. C'est clair. Voilà. Donc, c'est clair. Et justement, tu me tends une perche royale au niveau d'une transition que tu as dit précédemment lorsque tu parlais du confinement et qu'à ton niveau, tu ne t'ennuies pas. Et donc voilà, dans cette version spéciale entre potes, artistes, version confinement, donc, qu'est-ce que tu fais justement de tes journées ? Comment tu combats le temps qui passe en confinement et comment ça te permet de tenir le coup ? Peut-être que tu vas justement inspirer d'autres personnes qui comptent peut-être les journées et qui commencent à trouver le temps long, quoi. Oui, je sais pas si je vais les aspirer parce que mes occupations sont quand même liées à ma sphère entre guillemets d'intérêt, d'intérêt. Mais il y a une chose que j'ai pas dite dans ma présentation, c'est que je suis encore étudiant. Je pense que c'est la dernière fois que je vais à l'école. Mais, je ne le dis pas péjorativement, mais
j'ai quand même 37 ans et c'est la dernière fois, je pense, que je fais un petit crochet par la case école, mais je refais en fait un master en piano d'accompagnement. Donc ça, en général, les gens ne voient pas toujours très bien ce que c'est. En 2 mots, au conservatoire, on choisit, quand on fait un instrument, on choisit de faire un master didactique ou spécialisé. Donc moi, j'ai fait mon master didactique, ce qui m'a permis d'enseigner en académie, où on fait le master spécialisé, ce qui a pour but de développer des compétences de concertiste et de devenir concertiste, ce qui est quand même difficile, je trouve. Mais voilà, quelqu'un qui veut aller à fond là-dedans, il fait plutôt le spécialisé. Mais alors, tu peux faire aussi, dans le cas du piano, tu peux faire le piano d'accompagnement. Donc là, tu apprends à jouer avec d'autres musiciens. Tu as bien souvent des chanteurs qui ont besoin d'un piano pour les accompagner, des flûtes, des violons, que sais-je. Toutes sortes d'autres musiciens qui ont besoin d'un piano pour jouer avec eux, que ce soit dans le cadre de leur cours à eux, ou pour leur plaisir, ou pour des répétitions. C'est vraiment très large, en fait. Donc, tu joues avec quelqu'un d'autre, en résumé. Et donc, ça développe tout un tas d'autres compétences. En fait, c'est très, très, très différent du jeu en piano solo. D'ailleurs, quand tu débarques là-dedans, tu te dis quoi, mais tout ce que j'ai appris, limite, tu dois désapprendre des choses, mais on va pas trop rentrer dans le détail. Mais bref, je suis donc ce master-là, qui est un master à part entière, alors que je pense en avoir fini avec le conservatoire. Mais je me suis dit, on va encore ajouter cette corde-là parce que je trouve ça intéressant et puis que ça peut me servir aussi dans mon boulot d'avoir de l'accompagnement en fait en académie. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour répondre en fait à ta question, parce que vu que j'ai ce master en cours de route, j'ai du boulot pour ça. Donc tous les jours je travaille un peu ça déjà. J'ai un projet de comédie musicale pour te montrer la largesse de ce qu'on peut faire en accompagnement. J'ai à la fois un projet sur des comédies musicales, donc je fais là un projet solo qui contient des medleys que je crée, en fait, de medleys de thèmes de comédie musicale. Il y a aussi un projet collectif où ce sont des chanteurs que j'accompagne, enfin une chanteuse et un chanteur que j'accompagne du coup au piano. Et à côté de ça, il y a aussi un récital plus classique qui est prévu, donc avec des pièces du répertoire, quoi que ce soit romantique, classique. Il y a même une pièce issue d'un oratorio, donc une pièce religieuse. Donc tu vois le truc, on a d'un côté pièce religieuse, de l'autre comédie musicale, West Side Story. Et donc voilà, je retrouve en fait cette largesse qui me caractérise, je la retrouve dans mon master, donc je trouve ça super chouette. Et je trouve ça très chouette que le conservatoire permette qu'on fasse ça. Peut-être qu'un établissement ou un prof ou un établissement plus, je ne trouve pas le mot que je cherche, plus conservateur justement, dirait non, on ne fait que du répertoire classique, c'est ça qui forme. Enfin voilà, non, en fait, on fait de tout et c'est chouette. Donc voilà, ça répond à une partie de ta question, je travaille beaucoup ça. Ensuite, je prends quand même l'air, je vais un peu courir par exemple. Puis je lis, on en a un peu parlé, mais... Ah oui. Voilà. Absolument. Puis je lis un roman aussi, mais celui-là je ne l'ai pas ici. Voilà, puis je fais une sorte de boucle avec tout ça. Et puis j'ai aussi, là je suis en congé parce que c'est Pâques, mais j'ai aussi mes élèves d'académie, mes petits élèves dont je m'occupe, donc je leur envoie des vidéos, ils m'envoient des vidéos, et on s'échange comme ça dépanne un peu, ça ne remplace pas le cours, mais je sais les aider à distance sur ce qu'ils me montrent et leur dire comment continuer à bosser. Excellent. Donc voilà, déjà rien que tout ça, à l'air de rien, ça fait que tous les jours je me dis « Ah oui, il est déjà 18h ». Donc voilà. Et le soir c'est plus série ou relecture ou voilà, ou soirée en amoureuse, ça se dit pas ça, en amoureux avec mon amoureux. En amoureux. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Sauf si bien entendu dans le couple il y a que 2 femmes fatalement. Ouais, ce qui n'est pas ton cas. Ouais, non, je pense pas. Alors j'ai pas remarqué, mais non. Donc voilà. Cool. Mais du coup, tu l'as montré brièvement, mais justement, moi je suis très curieux. On en a déjà parlé, échangé sur Messenger, oui. Sur le Berglas Effect, oui. De David Berglas, donc un grand magicien. Oui, on peut et je sais que tu n'as pas fini le bouquin actuel, mais est-ce que tu peux déjà grosso modo... J'allais te montrer en fait où j'en suis. Oui. Donc voilà, on peut dire que tu es déjà au niveau de pouvoir faire un sacré bon avis sur le bouquin. Quoi. Oui, bien que il faut le temps aussi de digérer, je pense, un tel bouquin, mais oui,
je te l'ai promis, je vais te faire mon avis sur ce bouquin, mais oui, du coup, tu avais une question précise sur le bouquin, là, où je ne me souviens pas. Ben, si tu peux déjà faire quelque chose, donner un avis très 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 résumé sur pourquoi est-ce que on prendrait ce bouquin et pourquoi est-ce que ce bouquin pourrait être intéressant à lire pour les magiciens, bien entendu. Alors, je vais essayer. C'est là que j'aurais mieux fait de préparer. Mais en gros... Sans débiner, par contre. Non, sans non, débiner. non, de toute façon, c'est trop compliqué. Débiner Berglas, en fait, c'est un sujet intéressant, ça. Débiner Berglas. Si tu lis le bouquin, tu vas peut-être... Ou si tu connais un peu le personnage, il y a des choses tellement particulières à lui que... Je sais pas, c'est pas comme débiner... un tour, en fait, classique, je sais pas. Enfin bref, ne nous éparpillons pas. Pourquoi moi, personnellement, ce genre de bouquin me plaît ? Parce que déjà, je trouve que le personnage en lui-même dégage quelque chose de magique, en fait. C'est peut-être pas le plus... si tu vois Berglas en vidéo, c'est pas le plus rapide de performeur, le plus tac-tac-tac, le plus rythmé, mais il dégage quelque chose qui fait... Ah oui, tu te dis... le personnage, il a un truc à lui, là. Il a quelque chose qui dégage, qui s'explique pas, un peu comme les acteurs. Quelque chose qui passe au travers du personnage. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, comme toi, je suis quand même assez fan de Derren Brown. Et donc, Derren dit lui-même que David Berglas, c'est son influence principale, je pense. Je sais pas s'il le dit lui-même ou pas, mais je pense que c'est un peu dans la conscience collectif des magiciens de savoir que David Berglas est un peu l'influence de Derren Brown. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, par rapport à son fameux Berglas Effect, donc il y a un peu la légende de la carte au nombre. Je ne touche pas le jeu, mais j'ai la cartité qui est au nombre nommée. On se doute bien que dans ce bouquin, enfin si tu t'intéresses un peu au personnage, il n'y a pas, comment faire le Berglas, en fait, c'est cette méthode, c'est pas un tour classique qui va t'expliquer, comme un autre tour, mais c'est super intéressant de voir le développement, en fait, qu'il fait autour de ça. Pas que du Berglas Effect, parce que si tu as remarqué, il y a un S, en fait, sur le livre. Donc le livre ne parle pas que de cet effet un peu mythique de carte au nombre super keen. Ça parle de son approche d'appréhender la magie des cartes, principalement, et son rapport à la présentation, qui est aussi très intéressant. Et voilà, donc pour répondre à la question, moi, pourquoi est-ce que ça me parle beaucoup personnellement ? Parce qu'un de mes effets de cartes favoris, peut-être qu'on pourra tenter quelque chose, c'est très marrant, j'ai pas pensé à ça avant, mais... Ah, oui, je tilt. Un de mes effets de cartes favoris, c'est le fait de ne jamais toucher le jeu, de ne pas faire un... Oui, je ne vais pas en dire trop, en fait, par caméra, c'est quand même plus chouette de le faire en vrai, mais... Tu vois, je veux dire par là que j'adore les effets dans lesquels tu montres que le magicien ne fait rien. Il y a un jeu sur la table, il y a quelque chose qui se passe, une carte qui se retrouve quelque part, que ce soit un nombre ou autre, mais un moment de magie particulier qui est issu de autre chose que oh regardez, il y a la carte qui apparaît en sandwich entre les deux as, ou tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas si je suis clair, hein, mais ouais, tout à je trouve ça en fait oui, la notion de vrai moment magique pour moi elle est différente de la notion d'un tour de magie où je sais pas, où passivement tu verrais une carte prise en sandwich. Tu choisis une carte, tu la remets dans le jeu, le magicien fait sa popote et hop, elle est en sandwich entre deux. Je trouve ça amusant, fun, ou même si on prend un classique genre Twisting the Aces, tu vois, le nom m'échappe, de Vernon. De Vernon, voilà, ouais. Je trouve ça super chouette aussi, je m'amuse à le faire de temps en temps, quoi qu'il faudrait que je le rebosse. Je trouve ça fun, des petits moments sympas, des petits moments... Mais pour moi, ce ne sont pas des moments magiques, au sens où le spectateur ressent quelque chose de vraiment impossible. Et je trouve que Berglas t'emmène là-dedans dans son bouquin, au travers de plein de choses qui seraient difficiles à résumer ici. Mais... plein de choses très différentes de... Je sais pas à quel point on peut parler magie ou pas, mais voilà... C'est en fait la différence entre un tour amusant et un tour qui va laisser les gens la bouche ouverte. Ouais, c'est ça, oui. Et il parle aussi beaucoup de l'émotion magique, enfin, je sais pas s'il utilise le terme émotion magique, mais
il prend un exemple que je peux raconter, je vais essayer de le raconter, voir si je le déforme pas trop, mais il prend un exemple au début du livre en disant... Enfin, ce n'est pas lui qui le dit, parce que le livre est écrit par Richard Kaufman, donc qui parle de David à la troisième personne. Mais alors il dit, il prend l'exemple de David qui est dans un restaurant, et vient le sujet de la magie, à un moment donné, avec la serveuse. Je ne sais plus pourquoi exactement, mais alors David demande à la serveuse, est-ce que vous avez déjà vu de la magie? Vous avez déjà vu un magicien? Elle répond un truc comme, oui, à la télé, ou... Enfin voilà, genre, je sais ce que c'est un magicien, quoi. Et puis David dit, on va essayer un truc, il lui présente le jeu, il lui fait juste choisir 2 cartes. La fille prend les 2 cartes, et puis ça s'arrête là. Il reste un peu en suspens, et la fille dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? David alors attire l'attention de la spectatrice vers un tableau qui est derrière lui, je pense, ou pas très loin. Et alors la fille regarde le tableau, ah oui, je vois le tableau, oui, et quoi? Donc il y a toujours ce moment un peu de tension, enfin pas de tension, parce que la fille n'est pas en tension, là, elle se demande ce qui va se passer. Et puis David dit, va un peu voir plus près le tableau. Et là, on voit en fait une fille qui tient 2 cartes sur le tableau. Et puis alors, tout doucement, on sent que la tension là commence à s'installer. Ah oui, les 2 cartes. Et puis alors, elle regarde ces 2 cartes, et ce sont les 2 mêmes. Et là, il décrit ça dans le livre, les réactions de la fille, là, complètement bouleversée par ça. Et en fait, je trouve qu'en effet, un moment magique, pour moi, c'est vraiment ça. On sent que l'espace d'un instant, la fille, elle a basculé, sa réalité est devenue autre. Voilà, elle a vécu un moment magique pour moi, d'un basculement de réalité, pour dire ça comme ça. Tandis que si on lui avait fait Twisting the Aces ou sa carte prise dans sandwich, bah, elle aurait fait « Ah, bravo, ouais, cool, ouais ». Elle se serait peut-être très bien amusée, et c'est déjà très bien en soi de faire un... Oui, mais je trouve que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce cran supérieur. Les deux m'intéressent en fait, parce qu'on peut avoir des moments amusants, voilà, et puis des grands moments qui vont être... Waouh, comment c'est de la magie là, où c'est un truc vraiment inexplicable. Ouais, tout à fait. Et donc le jeu. Mais ouais. oui, Ouais, vas-y. Tu m'avais raconté ça par Messenger, et effectivement, j'avais trouvé ça. J'aime bien cette approche. Et ça m'a fait penser à une explication. Enfin, pas une explication, mais plutôt une anecdote que j'avais lue dans Les Jours Noirs d'Ascanio. Je pense que c'est dans ce bouquin-là. Ouais. Et je ne sais plus de quel magicien il parlait. Je mettrai le nom ici en dessous en dessous de l'image. Mais j'aimais beaucoup cette approche, parce que l'anecdote, c'était que on a demandé au magicien ah, mais fais-nous un tour, et il dit ah non, je suis pas prêt et tout ça, j'ai rien sur moi, nanana. Et alors les gens autour de la table insistaient, non mais vas-y, fais-nous un tour, et non mais vraiment aujourd'hui je suis pas en forme et j'ai vraiment rien sur moi, etc. Et pour que finalement il fasse vraiment un tour, et pour qu'au final il produise un énorme drapeau espagnol. Ah oui. Mais quand je dis énorme, c'est vraiment la taille du drapeau espagnol qu'on peut accrocher à un mât, quoi, tu vois. Oui. Et du coup, la réaction est juste hallucinante des gens, tu vois. À la base, t'es pas prêt, entre guillemets, et puis tout d'un coup, tu produis quelque chose de gigantesque. Ben là, du coup, l'attente du spectateur, qui est finalement très très basse, en un coup, pouf, Ouais. il explose complètement, et je trouve ça génial, quoi. Bah, clairement, C'est vraiment et ça me fait penser à un autre exemple qui est dans le livre aussi, c'est qu'à un moment donné, il décrit une routine de poker qui n'est pas spécialement... Moi, c'est pas un domaine qui me parle a priori, de faire des routines autour du jeu, mais alors il explique je ne fais ceci que si la conversation, à un moment donné, tourne autour du jeu. Il va jamais dire « Ah, vous connaissez le poker, je vais vous montrer un truc ». Bah non, si la conversation vient tourner autour de ça, et on lui demandait, toi David, poker, ah oui mais attendez, et là il va l'air de rien, il va profiter de la situation. Donc, il parle aussi de toutes ces situations qu'on peut mettre à profit, mais voilà, c'est un type, je pense, avec 5 cerveaux, et qui est toujours à l'affût de pouvoir faire le miracle, ou pas. Des fois il va passer aussi à côté de situations pour des bonnes raisons, mais voilà, c'est compliqué de parler de ça ici plus en détail, mais j'espère que tu vois quand même un peu l'idée du livre, et pourquoi moi il me plaît, en fonction de ma préférence aussi magique. Quelqu'un qui adore, je sais pas moi, qui adore les cordes, il va peut-être pas aller vers Berglas, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait.
à fait. Mais non, en tout cas, moi, du coup, il me tentait déjà à la base, sans même que tu m'en aies parlé. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, depuis que tu m'en parles et avec des petits extraits que tu m'as envoyés, voilà. Du coup, j'en étais d'autant plus tenté, quoi. Et puis la traduction française est quand même très bien faite. J'ai aucun souci à lire en anglais, j'aime bien lire les VO en fait. Et là, la petite histoire, c'est que ce bouquin, je l'avais en VO. Je l'avais commencé en VO. Et puis quand j'ai vu que Richard Volmer faisait la traduction française, je me suis dit, allez, pour celui-là, je vais m'offrir le luxe du français parce qu'il y a des livres quand même, parfois, on sait que s'ils sont bien traduits, on va être quand même un peu plus tranquille à lire en français, enfin un peu plus fluide quand même. Bien sûr. Et donc je me suis payé le luxe du français sur ce bouquin-là. Mais après, je trouve que c'est très bien aussi de lire les VO des classiques. Mais bon, voilà. Voilà. Non, c'est clair. Bon, tout dépend lequel. Hein. Je veux dire, si par exemple tu lis l'expert aux cartes d'Ernaz en version originale, Pinky, machin, bazar. J'ai commencé il y a plus de 10 ans. Déjà, c'est un anglais qui sort de derrière les fagots. Ah ouais. Mais en plus de ça, c'est sûr que même avec le contexte et tout ça de ce que tu lis, c'est compliqué, quoi. Vu que c'est très 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 technique, c'est très très lourd, et donc du coup voilà, quelques temps après, je l'ai quand même troqué pour du français où c'est nettement plus facile fatalement. Ouais, non, c'est clair, ouais. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a déjà un peu éclairci sur le pourquoi du comment j'aime ce bouquin, et puis on en reparlera de toute manière. Je ferai c'est clair, le compte rendu plus précis, ouais. Avec grand plaisir. Je discutais justement hier d'un sujet très intéressant, et c'est justement quelque chose que c'est une des questions que je pose presque systématiquement dans mes interviews magiques avec la crème de la crème. Et c'est également intéressant d'en discuter avec toi parce que tu as une très intéressante et très large culture magique. Très large. Mais qu'est-ce que tu penses justement? Mais qu'est-ce que tu penses de l'état de la magie à l'heure actuelle, au niveau, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des prestations, au niveau commercial, au niveau de ce qu'on peut proposer, ce qui manque, ce qui devrait être fait, etc. Voilà, c'est une question très très large, mais quel est si un profane aujourd'hui te demandait qu'est-ce que tu penses de la magie aujourd'hui par rapport à, je sais pas, tes débuts ou ce que tu as pu lire de l'époque ou que sais-je, quel est ton constat? Si un profane me demande, précise la question, si un profane me demande... Voilà, donc si un profane te dit, voilà, moi j'ai vu par exemple le film sur Harry Houdini, ou par exemple j'ai lu les histoires sur Jean Eugène Robert Houdin, et c'était le début de la magie, c'était une période où tout le monde était attiré par la magie comme un mystère, et d'après ce que j'ai vu à la télé, etc., j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Qu'est-ce que toi, en tant que magicien, tu peux en penser, que tu peux en dire? Oh oui, c'est une question qui peut être très large aussi, on peut en parler longtemps, je crois, mais parce qu'en effet, ça peut toucher à la fois les performeurs, ou à la fois les magasins, ou à la fois ce que les gens perçoivent. Donc il y a beaucoup de choses. Par quoi commencer? En tout cas, c'est marrant que tu parles de Houdini et entre guillemets, des anciens maîtres, parce que j'ai lu, comme toi, à mon avis, je pense que tu l'as lu aussi, ça va me revenir, L'éléphant invisible, tu l'as pas lu? Oui, absolument. Et là, je me suis fait une réflexion amusante, c'est qu'à un moment donné, dans le bouquin, je ne sais plus quel magicien explique qu'un autre magicien va sur la scène pendant le numéro pour voir le truc, pour voir comment ça fonctionne. Je ne pourrais pas sortir comme ça. Oui, tout à fait, je vois. Et donc ça date de, je sais pas, des années 1800 et ou début 1900, je ne sais plus exactement, mais ça date. Et je me suis dit, merde, quoi. Enfin, aujourd'hui, je reproche, enfin, je vais pas dire que je reproche, mais on est quand même beaucoup sur les trucs, focalisé sur les trucs, comment ça marche, la culture du truc, quoi. Et c'est peut-être normal, surtout quand on commence, on a envie de savoir comment ça marche, on est focalisé là-dessus. Mais on se plaque, les magiciens sont focalisés sur leurs petits trucs, leurs petites méthodes, donc ils sont dans leur petit monde et ils oublient peut-être Ça rejoint aussi un peu Verglas qui dit que peu importe la méthode. D'ailleurs, il dit qu'à un moment donné, il arrive à avoir plus d'applaudissements avec une disparition de pièces qu'avec une disparition de voiture. Pas de voiture, d'un gros truc. Donc bref, petite parenthèse, mais
pourquoi je disais ça? Parce que on focalise beaucoup sur le truc, en effet. Et c'est un peu ce qui aussi peut-être me fatigue un peu dans le monde actuel magique, c'est qu'il y a quand même un gros côté commercial. Alors c'est génial d'aller à un congrès et de voir les nouveautés, etc. Enfin, de voir. Mais des fois c'est too much, quoi. C'est nouveauté. Parfois avec des choses qu'on trouve dans les vieilles marmites, hein, on en discutait il y a pas très longtemps. Et donc c'est un peu la culture du truc à outrance. Et je trouvais marrant que dans un livre, enfin dans une anecdote d'il y a 150 ans ou 100 ans ou par là, on voit que en fait c'est déjà là. Enfin le magicien qui il veut déjà aller voir sur scène carrément pendant le show le truc de comment ça marche. Donc voilà. Enfin. En même temps, c'est ce passage était complètement fou. C'est dingue, oui. Et puis on voit que c'est toujours d'actualité, peut-être sous d'autres formes, mais donc voilà, je trouve ça curieux que. Enfin, en même temps, comme je dis, je comprends que surtout au début, quand tu t'intéresses à la magie, tu veux savoir comment ça marche, donc tu te fais un panel. Mais après, je crois que si tu dépasses pas ça, si tu vas pas voir un peu plus loin ce qui fait vraiment la magie, ce qui fait vraiment le sentiment magique, comme entre autres. Il n'y a pas que ce bouquin-là, mais c'est parce que voilà. Si tu vas pas voir plus loin que le truc, je crois que tu vas toujours rester à un stade de voilà, peut-être d'amuseur. Donc, une des choses que je peux reprocher, entre guillemets, à la magie maintenant, c'est peut-être. J'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup de magiciens pro, mais peut-être qu'ils conviennent très bien à un marché. Voilà, un magicien pro qui va faire des tours. Qui va amuser les gens, mais il faut que ça existe aussi, et c'est peut-être très bien en fait. Donc c'est pas sûr que ce soit un reproche, mais c'est pas ce qui entre guillemets m'excite moi dans la magie. Je suis passé à un moment donné par une phase, je développerais bien une activité de magie sur le côté pour en faire vraiment une activité, mais au final je suis pas sûr avec la philosophie que j'en ai que ça conviendrait en fait. Je crois que c'est très bien que je garde ça comme ça. Et puis j'ai des projets avec la magie, on en a parlé un peu aussi, hein, un projet de spectacle qui mêlerait musique et mentalisme, si tu veux, on en touchera deux mots. Donc voilà, mais faire une activité, et c'est pas du tout, il faut pas que les magiciens pro le prennent comme une critique, mais moi ça me parle, c'est vrai que ça me parle moins de devoir faire des effets percutants tout le temps, commerciaux, et ça peut être bien, mais voilà, c'est une approche qui, moi, me parle moins. C'est pas ce qui m'excite dans le monde de la magie. Et il y a beaucoup de ça actuellement, mais il faut peut-être que ce soit là aussi. C'est peut-être très bien. Donc, c'est vraiment pas une critique, c'est juste mon avis. Non, mais voilà. tu as tout à fait, de toute façon, le droit de le dire. Et je pense qu'effectivement, cet aspect de amateur versus pro, ça veut rien dire. Je pense que c'est un débat qu'on peut tenir pendant des heures, qui est à mon avis un débat très 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 sensible, parce que je pense que certaines personnes vont partir du principe qu'il y a des camps, qu'un camp est mieux que l'autre et vice versa. Il y aura de très bonnes raisons dans les deux camps entre guillemets, même si pour moi ce ne sont pas des camps, mais c'est clair, c'est très très sensible. Et de toute façon, voilà, personne n'a à te clasher parce que tu as un avis. Après, on peut ne pas être d'accord avec ton avis. Voilà. Mais moi, en tout cas, je te rejoins là-dessus. Et j'ai aussi un avis très très taillé sur cet aspect-là. Et voilà. Peut-être, moi, j'en parlerai peut-être pas, mais peut-être qu'un jour le magicien qui pique en parlera. Voilà. C'est lui qui va s'occuper de tous les clashs, etc. Donc voilà. Mais dans tous les cas, oui. Mais je te rejoins parfaitement là-dessus, quoi. Clairement. Donc voilà, du coup j'en ai oublié la question de base, mais non, c'était mon avis sur un peu la magie. Donc oui, voilà. Et moi j'aimerais revenir sur le point, justement on en a discuté précédemment, mais c'est intéressant également d'en discuter devant la communauté, c'est ce fameux aspect de faire du neuf avec du vieux. Ouais. Est-ce que, comment tourner la question de la manière la plus diplomate possible. Est-ce que tu n'as pas l'impression que parfois on est vraiment face à de l'escroquerie pure et simple? C'est-à-dire que tu peux de toute façon modifier un tour parce que pour des raisons de design, pour des raisons de travail, pour des raisons, un bouquin par exemple va te décrire un tour en tant que tel et
tu vas avoir un tour qui va être vendu, entre guillemets, clé en main, pour justement, et ça va t'éviter de te casser la tête à construire quelque chose, et tu vas te dire, bah c'est bien. Il n'y a pas lieu vraiment de réellement le critiquer, parce que tu te dis, oui, pourquoi pas, parce que j'estime que c'est pas l'escroquerie, parce que ça m'a évité des heures et des heures de travail, peut-être contacter des menuisiers, des créateurs, etc. Et là, clé en main, j'ai quelque chose que je peux utiliser, je peux présenter, et je peux vraiment faire le focus sur des heures et des heures passées sur la présentation, et pas sur la création de quelque chose. Ouais. Mais quand tu as quelque chose qui peut se créer en 5 minutes montre en main, et que tu as ça qui est mis en place et qui parfois est vendu une somme complètement folle, est-ce qu'on n'est pas quand même face à une sorte d'escroquerie, surtout qu'à la base, je pars du principe que certaines nouvelles créations, avec cet aspect de faire du neuf avec du vieux, ne mentionnent même pas les sources à la base. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je crois que tu as terminé ta phrase par le problème le plus important. Moi, personnellement, j'ai aucun souci à ce que... je crois que le neuf ne se fait majoritairement qu'avec du vieux. Actuellement, on a déjà créé tellement de choses que tout ce que tu peux inventer de neuf va forcément être une combinaison de choses existantes. En général, hein, parfois il y a de nouveaux principes qui vont peut-être être intéressants, ou pas toujours, mais parfois. Mais j'ai l'impression que la marmite est tellement énorme que les nouvelles recettes, c'est avec des ingrédients qui sont dedans. Donc j'ai pas trop de soucis avec. Là où j'ai plus de soucis, c'est peut-être le prix auquel ça peut être vendu, en effet, en fonction du travail que ça a demandé ou pas. Si c'est un très bon produit qui a demandé beaucoup de travail, qui est vraiment très bien fait, voilà. Maintenant, si c'est exagéré dans le sens... oui, je vends un truc que j'ai fait en 3 minutes et qui est basé sur un principe qui existait déjà, je trouve ça un peu exagéré. Mais surtout, comme tu dis, tu as terminé par le crédit. Je crois que c'est ça le point crucial. Je suis pas sûr que tout le monde, tous les créateurs créditent. C'est peut-être pas toujours conscient, ou peut-être que c'est un mélange des deux, parce qu'il arrive à plein de gens de penser à une idée et de constater qu'elle existe déjà. Donc ça, c'est normal. Donc soit tu n'es pas au courant, soit tu es au courant, tu te documentes quand même un minimum sur ce que tu sors. Voilà, mais je crois que normalement, tu dois pouvoir faire en sorte d'avoir des crédits dignes de ce nom, on va dire, un minimum. Et c'est vrai qu'on constate parfois qu'il y en a qui n'ont pas trop de scrupules à ce niveau-là. Donc c'est ça que je trouve le plus dérangeant. Que tu entre guillemets ressortes un effet avec une variation à toi, mais que tu crédites tout, voilà, pourquoi pas, si le prix est correct et que c'est crédité. Mais ça rejoint ce qu'on disait tantôt, tout à l'heure, que tout se trouve dans les vieilles recettes, ou en tout cas beaucoup de choses se trouvent dans les vieilles recettes, et on en revient quand même toujours à ça. Il faudrait voir en fait dans les produits magiques qui sont sortis récemment, qu'est-ce qui est vraiment nouveau. J'avoue que je suis moi-même moins les nouveautés, beaucoup moins qu'avant, donc voilà, parce que je suis passé par cette phase au début, hein, comme je disais tout à l'heure, au début on veut voir tout, on veut voir comment ça marche, donc forcément toutes les nouveautés nous appellent. Donc voilà, mais oui, on se rejoint aussi là-dessus. Je crois on peut résumer ça en disant qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup de sorties avec peu de scrupules, je crois. C'est clair. Et il y a quelques années, David Ethan, un magicien de talent que j'adore énormément pour justement plein de créations, me disait un truc vraiment super marrant, qu'il avait eu une fois l'idée de faire une conférence où il n'allait présenter que du tarbell. Ah oui, alors, pour les non-magiciens ou pour les magiciens qui ne le savent pas, le Tarbell Course, donc la Bible Tarbell, si on veut, c'est vraiment une Bible qui explique pas mal de magie élémentaire, avec plein de choses, que ce soit des cartes, des pièces, des cordes, etc. Et qui est vraiment une grosse référence dans la magie. Et du coup, lui expliquait que ce serait trop marrant de faire toute une conférence uniquement sur du tarbell, et qu'à la fin, dire, voilà, écoutez, j'ai pas de note de conférence parce que
tout est dans le Tarbell. Ouais, Voilà, ouais. merci, au revoir. Ouais, en effet, Et c'est vrai, c'est vrai. Et je suis convaincu que plusieurs personnes, de nombreuses personnes présentes dans l'assistance, trouveraient que c'est l'effet de dingue, l'effet de l'année. Clairement. Alors que ça existe depuis le Tarbell, c'est quoi? On parle d'une centaine d'années, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins, mais ouais, je sais pas grosso modo, exactement, par là, ouais. Mais, ça doit être ça, quoi. Donc, et ça illustre exactement un petit peu cette problématique, je trouve, de parfois ce manque de culture à l'heure actuelle, qui parfois est la source de parfois quelques stagnations au niveau des créations et parfois certaines escroqueries en fait, je pense. Je pense en toute honnêteté qu'il y a certains produits qui sont excellents et je pense également qu'il y a d'autres produits qui font un tabac dans le milieu magique et qui ne se vendraient peut-être pas aussi bien si les gens avaient la connaissance et une grosse culture magique comme il se doit. Ouais, c'est clair, oui, je crois qu'il y a clairement de ça. Oui. Et ça me fait penser à quelque chose que je voulais dire, mais qui vient de m'échapper, donc peut-être que ça me reviendra. Je ne sais plus. Alzheimer quand tu nous tiens. Oui, c'était... c'était curieux. Oui, voilà, mais c'est parce que je pensais au pré-show. Quand tu as dit une phrase qui m'a fait penser au pré-show, je ne sais plus laquelle, mais c'est assez curieux de voir quand tu vois un effet avec une méthode assez maligne où les éléments se mêlent bien pour donner un résultat vraiment bluffant. Souvent, tu vois parfois des magiciens, ça c'est pré-show. Un peu comme le réflexe de dire si je comprends pas, c'est pré-show. Alors qu'en fait, c'est peut-être basé sur des recettes d'il y a 50 ans, d'un mélange de recettes d'Al Baker ou je ne sais qui, et qui font qu'en fait, tu sais avoir un résultat qui fait penser peut-être à pré-show, alors que c'est un mélange de... Limite, ça doit être frustrant pour le créateur de l'effet, parce que tout ça pour qu'on pense que c'est un pré-show. Donc, comment dire, malgré les connaissances que j'ai et maintenant je fais de la magie depuis l'année prochaine, ça fera 20 ans que je ferai de la magie, il n'empêche que la semaine passée, quand j'ai regardé le fameux David Blaine Special qui était sorti sur la chaîne américaine ABC, il y a donc eu une émission spéciale David Blaine pendant le confinement, pendant 40 minutes, 50 minutes, un truc comme ça. Et il n'empêche que j'ai eu du mal, d'une certaine manière, à me détacher sur les fameux tours de David Blaine il y a très très longtemps, au tout début où je faisais de la magie et où on sait que tout n'était pas de la pure magie, même si je ne vais pas m'étaler sur ça, bien entendu. Mais du coup, il y a certains tours, quand je les ai vus, je me suis dit, ils m'ont interpellé. Je me suis dit, est-ce que c'est un vrai tour ou est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de camera tricks ou un truc comme ça? Ensuite, j'ai vu les consultants à la fin, notamment Daniel Garcia, Aziwind et le troisième, je ne m'en souviens plus. Mais je me suis dit, c'est à mon avis, c'était vraiment du pur tour de magie, quoi. Mais c'est vrai que, effectivement, ça rejoint ce que tu disais. Il y a des fois où ça paraît tellement impossible, tu te dis, non, c'est trop impossible. Ouais, et en fait, je crois qu'on sait faire vraiment beaucoup de choses qui paraissent impossibles sans pré-show. Mais oui, on pourrait en faire tout un sujet aussi. Et pour rester dans la magie, et peut-être pour boucler cette parenthèse de la magie, ou même, de même plus large, j'avais... est-ce que tu as, par exemple, des conseils de lecture ? Et que ce soit des conseils de lecture magiques, ou même des conseils de lecture que tu viens de lire pour non-magiciens, donc des romans ou quoi que ce soit, un truc qui t'est vraiment bien tapé dans l'œil et que tu gardes un souvenir mémorable. Oui, il y en a sans doute, mais là, ils ne me viennent pas directement à l'esprit. Souvenir mémorable en lecture, il y a quand même Stephen King, qui est un de mes auteurs favoris. Il n'y a pas que lui, mais sa saga de la Tour Sombre a quand même eu un effet très, très bizarre sur moi. Parce qu'il y a des moments où j'étais prêt à lâcher, tellement c'est bizarre. Ah ouais, d'accord. Et puis des moments où c'est tellement un mélange. En fait, c'est pour ça que ça me plaît aussi. C'est un mélange de tellement de genres différents. Et c'est une sorte d'ovni, en fait, dans sa création. C'est une sorte de grande saga qui fait des références à plusieurs de ses autres romans. Mais c'est pas grave si on les a pas lus, parce qu'on sait quand même suivre la trame, mais on reconnaît les références.
Et c'est donc une sorte de grande... Je crois qu'il dit que c'est la Jupiter de son système solaire, un truc comme ça, c'est possible. Enfin, il veut dire par là que c'est une sorte de grande œuvre qu'il a suivi toute sa vie. Je pense qu'il a commencé aux études, donc peut-être ado, et qu'il a terminé ça vers 2002-2003. Et donc, en fait, ça a provoqué plein de sentiments contradictoires parce que les moments où c'est trop bizarre, j'ai failli lâcher. C'était rare, mais c'est arrivé. Et puis, je me suis dit non, on continue quand même. Et je trouve que l'univers qu'il crée est tellement particulier que ça m'a au final transporté. Et j'ai adoré la fin, que je vais pas spoiler du coup si les gens se lancent dedans. Mais moi qui suis j'aime bien un peu de philosopher, de partir dans des délires un peu existentiels. Voilà. Mais donc ça m'a parlé à ce niveau-là, parce que là, j'ai trouvé la fin géniale. Je crois que les gens réagissent différemment à la fin selon leurs affinités. Mais moi, la fin, je l'ai trouvé géniale. Et j'aurais bien envie de le relire, du coup, parce que la fin permet aussi une lecture autre. Mais voilà, il y a tellement de choses à lire que je ne pense pas que je vais le relire direct. Mais La Tour sombre de Stephen King, quand même, lecture marquante, dans le genre non magique, mais qui peut inspirer plein de moments magiques, en fait. Donc voilà. Là, je suis dans un Amélie Nothomb que je trouve génial aussi, mais je ne l'ai pas fini, donc voilà, c'est un tout autre style. Voilà, là, j'aurais dû noter quelques livres. Il y en a sans doute que j'oublie, là, qui ne me viennent pas à l'esprit, mais c'est vrai que j'aime bien lire, donc il y en a sans doute d'autres. Mais voilà, en tout cas, pour ceux-là. Et il y avait une autre partie à ta question. La magie, au niveau des livres magiques, est-ce que tu as des conseils si tu devais par exemple faire un top 3 de livres magiques, ce serait quoi par exemple? Alors ce serait Magie absolue de Darren Brown, que j'ai lu une fois mais que j'ai aussi envie de relire. Parce qu'en fait, ce que je t'ai dit tantôt sur Berglas, il y a des points communs. Enfin, dans l'optique de la présentation d'amener des moments magiques, c'est clairement, il y a des passerelles à faire entre les deux livres. Donc c'est aussi un livre qui va aller plus loin qu'apprendre des trucs. Voilà. J'aurais dû me préparer ça aussi parce que je vais en rater des importants. Mais un top 3, franchement Berglas il va aller dans le top 3 je pense, quand même top 5, top 3 quand même, okay. Ouais. Et sinon, j'aime quand même bien les vieilles marmites, hein, moi, les vieux, les Cassidy ou les Larry Baker par exemple, des choses comme ça. Ce sont des livres dans lesquels j'aime bien d'aller replonger parce qu'ils ont un côté intemporel, on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que quand tu relis un chapitre ou quelque chose, tu vas chaque fois redonner un nouvel éclairage. Ce sont comme des fondations là. Donc oui, tous les écrits de Cassidy ou Larry Baker par exemple, oui. Et voilà, et puis je parlais d'achat, je n'ai plus fait d'achat depuis très longtemps, à part le Berglas, je l'avais déjà depuis un petit temps. Là, j'ai quand même craqué pour les Art of Astonishment de Polaris, tu vois. D'accord. Et donc, oui, je vois bien, très, très bien même. Donc ça aussi, je me suis dit, c'est le même genre de bouquin, en fait, de grosses fondations là, dans lesquelles on va pouvoir aller puiser des choses. Et donc c'est pour ça que je les ai pris. Absolument. Donc là, pour le coup, c'est très différent de Berglas et de Darren Brown, mais c'est pas grave, ça va me plaire aussi. Comme d'habitude, je vais faire ma popote avec tout ça. Excellent, excellent. Justement, tu me parlais au tout début cette notion d'artiste, que cette notion d'artiste te titille un petit peu. Est-ce que tu peux développer? Ça peut être très intéressant, justement. Ah, ça peut être intéressant, mais il faudrait que je le développe pour moi, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc il faudrait que je le conçoive bien pour moi, mais en gros, je sais pas, de nouveau, je ne veux pas paraître péjoratif parce que je ne pense pas être quelqu'un de péjoratif de base, mais je ne sais pas, quelqu'un qui se considère artiste ou qui commence par dire, qui se présente en disant je suis artiste, souvent, enfin, il y a une sorte oui, parfois de condescendance un peu, mais de nouveau je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais moi je suis artiste, toi pas, et donc je t'explique ce que je fais, et en fait pour moi la notion d'artiste
artiste, c'est plus que je crois que tout le monde l'est en fait. Si tout le monde s'ouvre un peu plus à ce qu'il peut ressentir ou ce qui peut susciter plein d'intérêt chez lui. Je crois que la société, mais là on part dans un débat philosophique encore ou pseudo, je ne sais pas quoi, mais on nous case vite dans la société sur les rails de boulot, métro, dodo, machin, et qu'il faut peut-être un peu en sortir, avoir la démarche de sortir parfois un peu de ce carcan productivité. D'ailleurs, là, le confinement fait que tout le monde doit en sortir. Et si chacun fait un peu cette démarche, il va être artiste, parce qu'il va trouver des choses autres que son métro boulot dodo, et on peut être artiste dans des très petites choses. Ça implique la question de la définition de l'art, c'est encore autre chose, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que par exemple, j'invente René Charles qui fait de la guitare au 3e étage de la maison à 10 mètres, j'avance, il n'existe pas, hein, mais René Charles qui fait de la guitare dans le grenier sera peut-être beaucoup plus artiste que le dernier single sorti que tel artiste qui sera single sur Radio FM. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ouais. C'est un peu cette notion-là que... Donc pour moi, tout le monde est artiste, tout le monde peut être artiste et tout le monde l'est, dans des petites choses, des choses plus grandes à son niveau, et qui sont très différentes de la notion qu'on peut se faire de « moi je suis artiste ». Tu vois, je sais pas si c'est clair, mais j'essaye. Oui, c'est très très clair et ça me parle beaucoup. Et je pense que, comment dire, peut-être que le cinéma, en l'occurrence, ou les séries, nous ont peut-être habitués à un certain cliché de l'artiste. Tu vois, le fameux Italien qui te dit... Ah, mais taisez-vous, je suis un artiste. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je sais comment les choses fonctionnent. Voilà. Tu vois. Là, tu vas dans le cliché, mais on n'est pas si loin. Je pense qu'il y en a qui sont encore malheureusement là-dedans, sans être dans cette expression cliché, mais ils y sont quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est justement pour ça que... Tout à fait, mais c'est justement pour ça que j'ai voulu intituler ce format entre potes artistes, parce que justement, tu le dis très justement, finalement, quelle est la réelle définition d'un artiste? Parce que finalement, est-ce que comment dire, dans la conscience collective, le terme d'artiste, on va directement penser à la musique, on va penser au peintre, on va penser à ceci, cela, mais dans des domaines peut-être complètement différents, est-ce que justement une mamie qui tricote un pull en laine... C'est marrant, j'allais prendre cet exemple, on est connecté, j'allais prendre cet exemple. T'as vu ça? Tu es aware, ouais. Tu vois, et donc la mamie qui va tricoter un pull en laine et qui va faire une jolie fleur tricotée dans le dos, ou même, encore meilleur exemple, le fameux petit poussin qu'on a tous rêvé étant enfant pour aller à l'école et pour frimer à l'école, ou se faire taper, c'est selon. Justement, est-ce que d'une certaine manière, elle-même, cette charmante mamie, est-ce qu'elle n'est pas artiste, tu vois? Oui. Non, clairement. Donc l'art n'est pas toujours là où on pourrait le définir, tu vois, parce que finalement, est-ce que quelqu'un qui va à la mer et qui commence à faire un super dessin dans le sable, mais tu sais, vraiment un truc vraiment péchu, un truc haut niveau, et qui va faire la reproduction d'un super tableau dans le sable, et qui va prendre une photo en hauteur, et finalement la photo, le plan global de ce travail dans le sable, ça va être un truc super beau, alors que finalement peut-être que celui qui l'a fait, c'est un adolescent de 15 ans, tu vois, qui ne se revendique pas du tout artiste et qui n'est certainement pas artiste à la base, tu vois. Mais on va directement dire, mais c'est un artiste, tu vois. Donc c'est vrai que cette définition d'artiste, elle est très difficile, je pense, à mettre en place. Et c'est ça qui est beau dans l'art. Et dans cette fonction d'artiste, justement. En tout cas, ici, il y a une chose qu'on peut résumer. Je me rends compte que j'ai du mal avec les gens qui affirment. Alors, j'ai peut-être du coup le défaut inverse. Peut-être que j'affirme pas assez. Mais je préfère ignorer que croire savoir. Tu vois? Donc, non, c'est vrai. Souvent, je vais peut-être prendre trop de pincettes ou trop dire « Ah oui, mais on n'est pas sûr » donc, je vais peut-être pas être assez tranché. Mais c'est les deux faces, c'est le défaut de la qualité ou la qualité du défaut.
Non, Voilà. c'est vrai. Non, c'est Ouais. clair. C'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, merci pour cette explication. Et pour rester justement dans euh, l'une de tes cordes artistiques, justement, est-ce que tu peux développer un peu la photo? Enfin, Ah oui. pas développer la pellicule, mais développer ta casquette de photographe. Alors, Parce que j'ai déjà vu énormément de photos passer de toi. Et j'avoue que à chaque fois, c'est quand même un sacré spectacle. Donc, cool, je te merci. tire mon chapeau de magicien et de photographe amateur en plus de ça. Mais est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Déjà, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la photo? Et qu'est-ce qui te branche dans la photo, justement? ouais. Déjà, merci pour le compliment, ça fait plaisir. Ça veut dire que quelque chose passe à travers les photos. Finalement, c'est le but de tout art, non? Voilà, pour la transition, tu auras remarqué. Qu'est-ce qui me plaît? Donc la question c'était qu'est-ce qui me plaît dans la photo, hein, la première, c'est ça? Oui. Je crois qu'à la base, en fait, ce qui unit un peu toutes mes sphères, c'est que j'aime ce qui est beau, en fait. On peut résumer ça comme ça, que ce soit de la musique, de l'image, autre chose. J'ai toujours été attiré par ce que je trouvais beau. Et donc, avant de faire la musique, j'ai fait des études de graphisme. C'était mon premier domaine d'études. Et donc, j'ai toujours eu cette attirance pour les visuels, les beaux visuels, en fait. Voilà. Après, j'ai pas poussé j'ai travaillé en tant que graphiste, mais je pense que j'étais pas... justement, parce que j'étais peut-être pas fait pour être le productif en boîte de graphisme, tac, tac, tac. Voilà, c'était pas trop finalement, mon caractère, et c'est pas vers là que je me dirige maintenant. Donc voilà, mais je regrette rien. J'ai appris quand même des choses. Mais bref, mon goût de belles choses, il vient aussi de là. Et puis la photo, c'est venu en fait un peu en prolongation de ça, je pense. On n'avait pas de cours de photo à Saint-Luc. On avait cours de croquis, de pub, de graphisme, pas photo. Et puis c'est venu en fait, je sais pas s'il y a eu un élément précis ou pas, je ne m'en souviens pas, mais c'est venu par intérêt de la belle chose. Et alors pour répondre à ta question de ce qui m'intéresse précisément dans la photo, c'est le côté justement figé, et d'arriver à dire le max de choses sur une image qui ne va plus bouger. Et que quand c'est fait, c'est fait. J'adore voir des belles vidéos bien réalisées, etc., mais ça ne me botte pas du tout d'en faire. Touchons du bois, parce que si un jour ça vient, ça va faire un truc en plus à gérer. Donc j'espère ne jamais être intéressé par la vidéo, mais me connaissant, je pourrais quand même peut-être m'y mettre. Mais pour le moment, c'est la photo, parce que je suis beaucoup plus passionné par le côté figé, et je trouve ça plus intéressant de rendre des émotions, des visuels intéressants sur quelque chose de figé, oui. Et puis j'aime travailler... Oh, ça aussi, c'est une phrase que j'aime pas trop dire, j'aime travailler, comme si j'étais pro en photo. J'aime utiliser une focale fixe, donc j'ai mon petit Fuji que tu as déjà vu. Oui. Parce que c'est une contrainte, en fait, et beaucoup de gens, quand je passe l'appareil pour faire une photo à un ami ou quoi, « Ah, mais t'as pas de zoom !» Et alors souvent, ça bloque, mais en fait, c'est une contrainte super intéressante, parce que c'est une focale qui correspond à plus ou moins à l'œil humain, au regard que tu as naturellement. Et donc, je trouve ça intéressant de réfléchir au cadrage que tu veux vraiment et de zoomer avec des pieds, en fait. C'est un peu ce dont on parle en général en photo, hein. Après, de nouveau, sans critique spécifique sur les zooms, c'est très pratique en voyage, par exemple, mais il y a un côté spécifique à la focale fixe, au petit boîtier que tu as là. C'est dommage que je ne l'ai pas ici. Mais le côté mignon déjà du boîtier, tu l'as tout le temps avec toi, il n'impressionne personne. C'est comme si c'était un petit compagnon là, que tu avais toujours dans ton sac, tandis que le gros zoom, ça fait tout de suite une autre impression, que ce soit pour toi ou pour les autres. Donc voilà, tout ça fait que j'ai un petit coup de cœur pour ce petit boîtier 23 mm focale fixe Fuji, comme ça, on sait tout. Et au niveau portrait, au niveau personne, tu aimes bien justement photographier les personnes dans le feu de l'action, parce que quand parfois on s'est déjà retrouvés tous ensemble, etc., entre potes, magiciens, etc., tu prends des photos comme ça, entre guillemets à la sauvette, dans le feu de l'action. Tu aimes bien ce côté, c'est pour mettre en avant ce côté naturel, ce côté pas préparé, justement. Oui, c'est ça. C'est de nouveau l'appareil qui le permet, parce que de par sa discrétion, il m'arrive très souvent de prendre des photos sans que les gens le voient. Ce serait intéressant que... Tu parlais tout à l'heure du groupe dans lequel je joue. La photo de l'album, je l'ai faite en fait, pas avec l'appareil, mais je l'ai faite à l'iPhone, bizarrement.
à la gare, en fait, juste avant de monter dans un train, mais vraiment à la sauvette aussi. Bon, j'ai juste un peu redressé après, et c'est juste une photo de quelqu'un qui monte l'escalier, en fait. Mais ça rejoint ce côté-là que tu dis, à la sauvette, sur le moment. Et donc, oui, c'est ça qui me parle, en fait. C'est le côté pas préparé, c'est saisir le moment qui peut surgir et qu'on peut trouver intéressant pour tout un tas de raisons. Et donc, l'appareil dont je parlais a cette caractéristique de pouvoir se prêter à ça. Parce que quand tu débarques avec un gros zoom, déjà tu te fais plus repérer, les gens te remarquent, ils se disent « Ah, c'est un photographe ». Quand ils te voient avec ça, ils te disent « Ah, qu'est-ce qu'il fait avec son appareil d'il y a 30 ans ?» Parce qu'avec le look vintage, ils pensent que c'est un truc... un vieux truc, voilà. Donc je trouve ça change tout de l'approche et ça permet des photos que tu n'aurais peut-être pas avec un appareil plus imposant. Voilà, qui peut avoir son utilité aussi, parce que avec ça, voilà, je peux pas faire de photos d'animaux, j'adorerais. J'ai mon deuxième boîtier pour ça. Un jour, si j'achète un télé, je ferai peut-être un peu ça, mais c'est pas mon domaine principal, donc ce sera pour 5% de la production, on va dire. Mais voilà, donc c'est travailler avec une contrainte, mais travailler. Mais oui, je pense de nouveau à, tu vois, on parlait des artistes tout à l'heure. Tu rencontres parfois des gens un peu imbus d'eux-mêmes qui commencent toujours par cette phrase oui, en photo, je travaille avec un 50 mm. Et déjà, tu as compris le ton avec la phrase je travaille, quoi. Enfin bon, voilà, c'était l'aparté. Voilà, ça répond un peu à ta question. On peut parler photo très longtemps, hein, mais. Oui, et surtout que comme en plus de ça, je suis un passionné, on pourra en parler effectivement très très longtemps. Ouais. Mais en tout cas, c'était très intéressant d'avoir ton aspect, ton ressenti et par rapport à la photo et ce qui te motive là-dedans. Et donc très intéressant, surtout qu'effectivement tu es un des rares que je connaisse à utiliser ce type d'appareil, parce que justement c'est un appareil qui est beaucoup aimé par les passionnés, mais qui effectivement peut en rebuter plus d'un. Tu l'as dit toi-même, c'est spécifique. Qui peut en rebuter plus d'un et où tout le monde se demande mais c'est quoi ce truc, quoi. Donc, non, clairement. On approche tout doucement de la fin. Avant la fin, j'avais une idée d'un petit jeu à tout soumettre. Ah, vas-y, oui. Je vais essayer d'inclure quelques petits jeux à chaque fois dans ce petit format, donc entre potes artistes. Et l'un des jeux auquel j'ai pensé, c'est le jeu Serge le Mytho. Alors je sais pas si tu connais Serge le Mytho. Non, je ne pense pas, non. Non, ça me... Non. Alors Serge le Mytho, qui est Jonathan Cohen de son vrai nom, est un... tu connais, je sais pas si tu connais l'acteur Jonathan Cohen. Non. Alors Jonathan Cohen, bien c'est... Que le nom me parle, mais... vaguement, c'est tout. Oui, il a fait plusieurs films, mais il a été très très connu quand il a commencé à apparaître dans la série Bloqué sur Canal+. Et ensuite, il a eu sa série à lui, Serge le Mytho. Et en fait, il faut savoir que Serge le Mytho, c'est donc, voilà, comme le dit le nom, c'est un gars, le personnage invente des trucs, mais complètement abracadabrants. Mais quand je te dis abracadabrant, on est très très high level, quoi, au niveau du mensonge, hein. C'est genre hier pour aller acheter mon pain, j'ai fait 3 fois le tour de Mars avec une fusée et je suis revenu et finalement j'ai quand même acheté le pain. Donc on est très très haut niveau en termes de mensonge. Et la particularité de cette série, bien entendu série que je mettrai en commentaire dans la description de la vidéo, je mettrai le lien de la chaîne YouTube, et la particularité de cette série, c'est qu'en fait, il y a un canevas de base, mais la plupart du truc est de l'impro. C'est-à-dire qu'ils partent sur une idée de base, mais Jonathan Cohen est suffisamment exceptionnel pour broder un truc complètement de fou et qui se tient, mais super bien, quoi, hein. Donc, je ne prétends pas, bien entendu, qu'on va avoir le même talent que Jonathan Cohen, mais justement, comme on est dans ce format entre potes artistes, justement, l'impro, l'air de rien, fait quand même partie de notre branche de magie. Et Dieu sait que souvent, très très souvent, on doit faire pas mal d'impro. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Et les profanes qui ne le savent pas sauront que parfois, vous ne le voyez pas, mais il y a quand même parfois d'impro dans
certains tours, dans certains spectacles. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de chacun notre tour de rôle, on va faire Serge le Mytho. Ouais. Et donc on va partir dans un truc complètement abracadabrant. Ça doit pas forcément être très très long, hein. Et la personne de l'autre côté va jouer soit un personnage, soit l'autre. C'est-à-dire, soit tu rentres dans le personnage qui gobe tout ce que la personne est en train de dire, en mode oh, mais c'est fou ça. Ou alors tu rentres dans l'autre personnage qui est vraiment le mec dubitatif et qui se dit qu'est-ce que tu me racontes là? Tu vois, donc voilà, mais bien entendu, il faut que tu l'annonces au départ pour que l'autre sache justement vers quoi aller, vers quoi s'adapter, etc. Ouais, d'accord. okay. Et par contre, si tu choisis un des personnages, tu dois aller jusqu'au bout. Donc, si tu veux, moi je commence avec Serge le Mytho et toi tu joues l'interlocuteur de l'autre côté. Donc, je ne sais pas vers quoi tu veux aller, le dubitatif ou celui qui gobe tout. Celui qui gobe tout. Moi. Comme. J'aime bien tout gober. Très bien. Ok, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Attends, laisse-moi m'inspirer, parce que justement, j'ai pas pensé du tout, parce que c'est le but. Ok. Salut Greg, j'espère que tu vas bien. J'ai un truc de fou à te raconter. Avant le confinement, tu sais que j'ai eu l'occasion d'aller à Las Vegas et j'ai eu l'occasion de voir David Copperfield. Non. Voilà, le vrai. Voilà, Ah si, ouais, le vrai. En fait, voilà, grosso modo, je vais pas te le cacher. Hein, c'est un secret pour beaucoup de monde, mais à toi, je peux te le dire. Ça fait déjà quelques mois que je conseille David Copperfield au niveau de ses spectacles. Ouais. Voilà, donc il était quand même intéressé par rapport à certains tours que je l'ai présenté il y a un an. Voilà, on s'est vu dans une soirée, etc. Et du coup, je l'ai présenté un tour. Il s'est dit, wow, that's amazing. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est pas mal téléphoné, etc. Et du coup, voilà, on s'est vu. Donc, je le conseille de temps en temps, etc. Et lorsqu'on s'est vu, voilà, c'était effectivement une réunion essentiellement d'affaires. Donc, je lui ai montré ma dernière création. Bien entendu, je te cache pas qu'il était super méga impressionné et qu'il m'a dit mec, ce truc-là, le mois prochain, je vais le mettre dans un de mes spectacles. Et donc, en fait, mais il y a un truc quand même assez dérangeant, c'est que je sais pas si tu savais, mais David Copperfield, il est sorti plusieurs années avec Claudia Schiffer, mais apparemment c'était qu'un... Voilà. Ah oui. C'était, je sais pas comment te le dire, mais c'était voilà, c'était qu'un masque. Ah. Voilà. Oui. Parce que voilà, je sais pas comment te le dire, mais il va il a posé sa main sur mon genou. Ah. Alors au départ, ouais, si. Alors, au départ, je pensais que c'est parce que il était très content de mon travail et qu'il était impressionné par ma création. Bien entendu, ma création qui était bien entendu exceptionnelle, ça, je vais pas te le cacher. Ah non, il a voulu aller. Mais tu le sais, hein, tu sais que mes créations sont toujours exceptionnelles, ça voilà. Mais non, mais au départ, sa main est devenue de plus en plus dérangeante, tu vois. Donc et ensuite il a commencé à faire quelques avances et voilà, c'est David Copperfield, tu vois. Donc, donc imagine. Alors si, quand même, parce que alors je sais que je suis irrésistible, aussi bien pour la jante féminine, mais je me rends compte pour la jante masculine également. Mais non, voilà, j'ai refusé et du coup, voilà, la création que je lui présentais allait me rapporter $10,000. Oui, rien que ça. Du coup, voilà, je te cache pas qu'il m'a dit si je refusais cette avance que voilà, nos rapports professionnels seraient compromis, quoi. Ouais, et là, voilà. Tu n'aurais plus qu'à couper le fil. Voilà. Oui. C'est vrai, tout à fait. Et mais du coup, ce que j'ai fait,
bah, tu te doutes bien que voilà, je mange pas de ce pain-là, enfin ça tu le sais. Ce que j'ai fait, bah, il y avait une baguette magique qui traînait comme ça sur la table. Et tu te doutes bien que voilà, je lui ai laissé un dernier petit souvenir. Je te dirai pas lequel. Ah oui. Et on peut Pourquoi dire que le souvenir le souvenir de la baguette magique que je lui ai laissé, je pense il s'en souviendra pendant quelques semaines à mon avis. Et je suis parti en courant. Voilà. Quelle histoire. Mais Ouais. oui. Et c'est arrivé, ça t'est arrivé quand ça? Avant le confinement, c'est voilà, quelques semaines avant le confinement et du coup bah voilà, tu te doutes bien que depuis lors pas un coup de fil, pas un message et je pense qu'on va rester là quoi. Quelle histoire. Bah, je suis content d'avoir été témoin auditif de cette Voilà, Je c'est tout ce que j'ai pu trouver. Je ne m'en remets pas. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Donc voilà. Ah ouais, bah, écoute, je te passe la main. Moi de mon côté, je vais justement jouer l'autre personnage, Ah oui. le personnage dubitatif. Ah oui, d'accord, ouais. Donc il faut que j'invente quelque Voilà, donc, chose. Oui. Voilà, ce que tu veux. Ça peut être, tu peux penser à la magie, à la musique, à ton groupe, tout ce que tu veux. Ok, attends, il faut que je trouve un truc quand même. Oh. Je cherche, hein. Ça va venir. Ah, à ton aise. Pendant ce temps-là, on va couper. Ouais, coupe. Plouc. Ben, je ne savais pas que j'allais devoir te raconter cet épisode, mais bon, puisqu'on en est là, autant que je t'en parle. En fait, il y a une chose bizarre depuis le début du confinement. Forcément, je vais un peu plus dans le jardin, prendre l'air, etc. Et depuis le début du confinement, il y a quelque chose, je n'osais en parler à personne, mais je sors dans le jardin et bien souvent j'entends psst, psst, comme ça, comme quelqu'un qui m'appelle. Les premiers jours, j'ai pas trouvé, je regardais un peu d'où ça venait, pas moyen de trouver, quoi. Je ne trouvais pas d'où venait cet appel. Puis, quelques jours après, même chose, mais avec mon prénom. Psst, Grégory. Je pensais que c'était moi qui étais fou. Et puis je cherche, je ne trouve toujours pas. Et le jour suivant, en regardant d'un peu plus près, bah, figure-toi que je tombe sur un oiseau, et je vois que l'oiseau me parle. Donc, un oiseau te parle. L'oiseau, je te promets, j'aurais dû le filmer, mais j'étais jamais avec mon GSM, donc je ne savais pas le filmer. Mais l'oiseau me parlait, ouais. Donc il a commencé à me demander, à mettre moi un peu à manger, parce qu'il ne trouve plus rien à manger. Avec le confinement, il n'y a plus rien. Tout le monde reste chez lui, personne ne lui lance de la nourriture. Donc j'ai commencé à lui amener du maïs, tu vois, ou des petits morceaux de pain. Et puis alors il me dit merci et tout, bien reconnaissant à l'oiseau. Puis je voyais quand même qu'il était quand même jamais très satisfait, quoi. Il était content, mais chaque fois il me demandait quand même un truc en plus. Donc qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content avec ce que tu as à manger? Il dit, ben, j'aimerais bien un bon steak, qu'il me dit. Alors voilà, ne voit-il pas qu'on venait d'aller faire des courses avec ma copine, et j'ai dû trouver une excuse pour aller refaire une course en plein temps de confinement, t'imagines, avec ma protection baraquée tout le temps, tank, militaire et tout ça pour aller faire des courses. Donc j'ai dû aller acheter un steak pour l'oiseau, tu vois, et puis commencer à le cuire discrètement sans devoir expliquer pourquoi. Parce que si je commence à expliquer qu'un oiseau me parle, je crois qu'elle va m'envoyer à l'asile. Donc, j'ai commencé... elle aurait raison, finalement. Ah, tu me le crois pas? Mais l'oiseau, je te promets, je vais aller le retrouver après, hein, voir s'il est toujours là, mais il parle, enfin... Donc voilà, Ça va, le confinement, de ton côté? Ouais. Ça se passe bien, le confinement, de ton côté? Ouais, ça, je pense que ça va. Bah voilà, j'ai un oiseau qui parle, quoi. Donc je lui ai fait son steak, et ça, c'était il y a 3 jours. Et voilà, il était content, mais... De nouveau, j'ai bien senti qu'il voulait encore quelque chose de plus gros. Donc il m'a demandé de faire un barbecue. Donc là, j'ai sorti tout le barbecue pour aller lui faire tout à l'heure, mais je vais devoir faire ça discrètement. Et voilà, il a même demandé du vin. Donc, du vin? Oui.
Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'espère qu'il va peut-être partir de lui-même, mais je vais essayer de me faire discret, de lui faire son gros barbecue et de le laisser peut-être un peu saouler ou bien déguster toutes ses viandes, toutes ses saucisses. Et puis je pense que je vais me faire discret et alors dans quelques jours, je peux espérer que... Voilà, donc il y a un oiseau super carnivore qui t'a parlé. Ouais. Et en plus de ça, un peu alcoolo sur les bords. Ah oui, il a demandé et du tout vin. ça t'a parlé et tu bosses d'une certaine manière pour cet oiseau-là. Oui, j'ai l'impression qu'il prend un peu le contrôle sur ma vie là. Ça devient un peu dangereux. Il faudra que je fasse attention, quoi, oui. Ok, mais je veux dire, mais tu le vois seulement dans le jardin ou tu l'as fait rentrer chez toi ou quoi? Je regarde attends, parce que j'entendais. Merde, je crois qu'il m'a entendu. Donc faisons-en de rien. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Hein. Mais là, il vient de m'appeler. D'accord. Il vient de m'appeler. D'accord. Voilà. Moi, j'ai rien entendu en tout cas. Hein. Non, mais non, moi j'ai rien entendu. Il est loin, mais je l'ai entendu. Mais il est impatient pour son barbecue, donc je vais lui faire tout à l'heure. Mais D'accord. Enfin voilà. Je fais semblant de travailler là comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, j'espère m'en débarrasser le plus vite possible. Ok, voilà. Bravo. Bravo. Alors, on n'a pas dit bien entendu que le but était d'être comique. J'imagine qu'il y a des personnes qui se disent que c'est un peu malaisant ou quoi que ce soit. Le but de l'exercice, bien entendu, c'est d'essayer de poser une histoire complètement inventée et à laquelle on n'a pas préparé du tout, qu'on n'a pas du tout préparé juste avant, etc. Donc voilà. En tout cas, tu t'en es bien sorti. Voilà, ça se tenait bien. Cool. Ça se tenait bien. Attends, ravi que c'est... Mais tu rajouté un coup d'œil à Serge Limito, tu verras plus ou moins ce que je veux dire quand je te parle de vraiment. Alors, en fait, cette histoire d'oiseau qui parle, il aurait pu la raconter lui-même, clairement. Cool. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de te demander quand tu as vu David Copperfield. Là, il y a un moment donné, il t'a parlé d'une carte à jouer, non? Essaye de te souvenir de quelle carte à jouer il t'a parlé. Parce que vous étiez juste avant qu'il mette sa main. Si je me souviens bien, c'était le 4 de carreau. Le 4 de carreau. Et tu te souviens vraiment bien? Tu revois un peu l'image ou pas spécialement? Oui. Et il t'a expliqué pourquoi qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce 4 de carreau? Je peux pas le raconter à la caméra, franchement, c'est... Voilà. Parce que... Voilà, non, je pense que lui, il est peut-être occupé à en parler à son psy entre-temps, mais moi, je pourrais pas le raconter, en tout cas. Parce que moi, j'ai l'impression que ce 4 de carreau, c'était un peu un symbole déjà de votre union possible. Et que peut-être il l'a vu avec... C'est quand même un grand magicien, David Copperfield. En tout cas, à mes yeux, ça l'était, oui. Donc peut-être qu'il a... Oui. Peut-être qu'il a vu ce moment qu'on vit actuellement. Tu vois, peut-être qu'il l'a vu, il s'est dit, je vais sortir le 4 de carreau parce que j'ai l'impression que ça va matcher avec le moment qu'on est en train de vivre, là, toi et moi. Ouais. Et alors que ça allait te permettre de te dire à toi que, ah oui, en fait, David, c'est peut-être... il y a peut-être quelque chose à creuser. Je vois que tu te demandes ce que je veux dire, hein, tu te demandes vers où je veux aller. Alors... Je vais essayer d'illustrer ça. Je sais pas où ça va nous mener, mais est-ce que tu vois sur la caméra, il y a un jeu de cartes sur le meuble là, tu vois? En fait, j'ai pas beaucoup d'endroits où. Bien. Mais regarde, je vais aller. Ah, sur le coin. Sur le coin, ouais. Je vois un truc blanc qui dépasse. Ouais. Donc je vais aller il est pas blanc. Le blanc, c'est le truc derrière. Je vais aller le chercher très très nettement. Ah. Et je reviens. Hein. Ok. Hop, attends, je remets mes écouteurs. Hop, voilà. Alors, ça va, tu m'entends toujours? Ouais. Ce sera assez curieux en fait si... je vais sortir le jeu très délicatement
Ouais. Hop. Est-ce qu'on le voit? Oui, c'est pas évident avec la caméra. On le voit? Tu vois le jeu? Ouais. Ouais. Hop, voilà. Alors, tu as cité la carte avec David Copperfield, c'était le 4 de cœur. 4 de carreau, pardon. 4 de carreau, c'est ça? N'oublie pas de bien le montrer à l'autre caméra également. Ouais, je crois que les deux le voient, mais je ne vois pas le retour de l'autre caméra. Donc, ah, ok. Ouais, attends, je peux me lever parce que c'est pas évident. Ouais. En fait, on va appeler. Ah oui, tu préfères le dessus ou le dessous? Dessus. Dessus. Donc, je reste comme ça avec le dessus des cartes. Et tu vas épeler. On va épeler ensemble une lettre, une carte par lettre avec Marcus et David. Ok? D'accord. Donc, ça, Donc, c'est Marcus et David. Oui, non, Marcus David. Là, tu dois comprendre. Okay. Ça, c'est le M. Ok. Oui. A. Si on était en face à face, tu pourrais le faire toi-même. Hein. En fait, là, Ok. M, A, R. Ok. Est-ce qu'on voit bien la carte? Ouais. Ouais. Oui. C. U. S. Donc là, on est à Marcus, ok. D. A. V. I. Ok. Et là, on arrive au D de David. Ouais. Et quelle était la carte que David t'a montrée? Le 4 de carreau. Donc voilà. Bien joué. Je pense qu'il y a quand même quelque Excellent. chose. En fait, je voulais te montrer qu'il y avait quand même quelque chose entre toi et David. Je crois que là, les faits sont clairs. Quoi. Ce qui est quand même très très inquiétant quand même, l'air de rien. Ouais. Donc franchement, réfléchis-y et reviens peut-être sur l'histoire. Excellent en tout cas, excellent. Chapeau. Excellent, super. Mais écoute, on va conclure ici tout doucement cet entretien, cette vidéo. Avant de se quitter, parle-nous un peu du fameux projet de spectacle auquel tu réfléchis depuis un moment, qui mélange la magie et la musique. Oui, alors on va un peu teaser. Alors, si tu peux en parler, bien entendu. Oui, ben en fait on travaille dessus avec un ami français, mais enfin oui, je vais pas trop en dire, mais pour en dire ce que j'ai envie d'en dire actuellement, ça va être c'est un projet qui mêle en effet musique et mentalisme, parce que ma branche quand même qui me parle le plus, ça reste le mentalisme. J'aime bien la magie en général et j'aime bien le visuel, mais c'est quand même les choses plus mentales qui me parlent. D'ailleurs, comme on vient de le faire là, pas de manip ou de choses, voilà. Et donc c'est un projet de spectacle qui me tient un peu à cœur depuis un temps, parce que je trouve que unir ces deux domaines, ce serait du coup très personnalisé et très très spécifique. Et on a trouvé un thème, en fait, j'ai trouvé un thème en creusant un peu le sujet, qui permettrait d'avoir une trame théâtrale basée sur une histoire vraie. Donc, et sur fond de spiritisme. Donc, de contact avec des compositeurs décédés, et qui serait apparemment une histoire vraie. Après, on décide de croire ou pas à l'histoire, mais l'histoire est avérée en tant que telle. Et donc, ça va servir de trame de fond pour ce projet de spectacle. Et là, on arrive à un plan qui est vraiment bien. Il reste 5% en fait à remplir. Donc, je dois m'atteler à ça aussi. Mais une fois que le plan sera bien bouclé, je pense qu'on va vraiment pouvoir concrétiser ça et passer par la case deadline. Mais ouais, je pense que ça peut être bien. En tout cas, ça devrait être original. C'est déjà ça. Après, on va faire le max pour que. Tout à fait. C'est plein de défis aussi, parce qu'il y a un côté théâtral qui, moi, est totalement nouveau. Enfin, j'ai pas de formation théâtrale, donc... mais c'est super excitant, parce que c'est un truc, voilà, très personnel et très... Oui, que je trouve chouette à mettre en place. Donc tu en sauras plus bientôt, à mon avis.
Voilà. Excellent, excellent. Bah, écoute, j'ai hâte. En tout cas, ça a l'air effectivement très très intéressant. Et bien entendu, voilà, si lorsque tu vas concrétiser ça et que tu auras des choses concrètes et des dates, etc., bien entendu, je n'hésiterai pas à en parler, bien entendu, sur la chaîne et sur les réseaux sociaux, etc., bien entendu. Ça, sans aucun souci, avec grand plaisir. Cool, en tout cas. merci. Ben voilà. Super. Merci à toi pour ce. Excellent. moment. Bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien, merci beaucoup pour cet échange que j'ai vraiment adoré. On a abordé plein de points intéressants et donc voilà. Je sais pas si tu connais le gimmick de fin sur la chaîne. Ah si, à mon avis, je l'ai. le fameux- Oui, j'ai déjà entendu, mais. Le fameux ciao. Ouais. Le fameux ciao. Donc les deux doigts qui se mettent comme ça en l'air et je te propose de le faire tous les deux en même temps. Donc avant ça, je vous remercie tous d'avoir regardé ça. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Il y en aura d'autres. Je vais essayer en tout cas et dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci Grégory encore une fois et à la prochaine. Ciao. C'est où? C'est là? Sur l'autre caméra. Voilà.